ma grand-mère qui a été fusillée à côté de Varsovie en janvier 40 et mon grand-père qui est gazé à Auschwitz en 43. Donc, en pensant dans une langue, on s'approprie un monde, une poésie. C'est quoi ta plus grande fierté au sein de ces 25 ans chez Reverso? Je me dis, mon Dieu, mais cette vie va disparaître. Je pense qu'avant de parler de ce que ça marche pas, déjà, ça peut marcher. Pour transmettre, il faut donner à connaître. Fais ton parcours, mais ne t'oublie pas. La mémoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est quoi mon héritage? Ça me rend fou de bonheur, quoi. Il me donne de la gomina, un flingue et une veste en cachemire. Et je mets 2 balles par terre. Bon, ça va aller, hein. Tu as besoin de la Bible et de Shakespeare. Pour moi, la transmission est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Notre invité du jour est une rockstar de la French Tech. Il a créé, il y a plus de 25 ans, une entreprise qui s'appelle Reverso. Il est le père également d'une très bonne amie d'enfance. Son histoire est passionnante. Nous allons parler avec lui de langue, de traduction, de transmission à travers les générations, mais également les différentes cultures de notre monde. C'est un honneur de l'avoir aujourd'hui parmi nous dans le podcast de Native. Il s'appelle Theo Offenberg. Donc mon père était né à Varsovie. Il est venu faire ses études en France avant la guerre. Il est retourné à Varsovie. Il a vécu la guerre en Pologne, donc à Varsovie et autres. Et il y a eu plusieurs moments où, d'abord le fait qu'il parlait bien le polonais, c'était indispensable pour pouvoir se cacher en tant que Polonais après. Et avant ça, le fait de parler allemand, ça lui a permis d'échanger avec ses chefs et tout ça, et qui lui a permis de comprendre ce qu'ils attendaient, de se faire respecter, d'obtenir des papiers comme il le fallait. C'était assez capital pour sa survie. Donc ton père, tu dis carrément qu'il ne s'est pas fait déporter grâce à son maîtrise des langues? Non, il s'est fait déporter, mais il a réussi à s'en sortir. Il a réussi à plusieurs moments à se sauver ou à trouver grâce à la maîtrise des langues. Wow. Et donc il y a un rapport, peut-être pas direct avec Reverso, mais ça a joué, tu penses? Alors, j'ai complètement hérité de mon père cette envie de créer, quoi, l'envie de créer des choses. Et ça, pour le coup, c'est de mon père et de ma mère. Avec ma mère, alors qu'elle n'était pas du tout d'une formation d'ingénieur, elle était toujours à parler de, si tu veux, c'était du Jules Verne, du Léonard de Vinci, tu vois, c'était comment est-ce qu'on peut, tu vois, le genre de truc. Moi, je parlais avec ma mère quand j'étais petit de voiture autonome, tu vois, ou de dire, un des trucs, c'était comment constituer des tapis roulants pour mettre ta voiture dessus sur les autoroutes pour ne pas avoir besoin de conduire. Tu vois, c'était les sujets que j'avais avec ma mère quand j'étais petit. Tu vois, des Pourquoi trucs, d'où vient, elle, son côté hyper imaginatif comme ça? Ouais, wow. Absolument. Le Théo qui a 20 ans, c'était une évidence pour lui qu'il allait devenir entrepreneur? Ouais. Pourquoi? Mon père me voyait plutôt, disait, mais tu sais, c'est dur d'être entrepreneur, etc. C'est des contraintes, et toi, surtout, tu es sur la voie réelle, tu as fait Polytechnique, tu es en France, tu peux tout faire, tu vois. Et je ne sais pas si c'est l'envie de la difficulté ou autre, ou c'est le côté de la liberté, quoi. C'est le fait de dire on s'assume complètement, on n'est pas dépendant d'une hiérarchie, on n'est pas dépendant de jeux politiques, on fait les choses, on avance, on construit. Et cet amour de la liberté, si ça ne te vient pas de ton père, ça te vient de qui? Ah non, ça vient, je pense que ça vient de... je l'ai eu au biberon, quoi. Ah, donc ça vient de tes parents? Oui, bien sûr. Oui. Mais mon père, lui qui avait connu ça et qui avait connu la difficulté de se reconstruire après la guerre, etc., il disait, mais pourquoi tu te fatigues alors que, pour lui, j'avais une vie ouverte devant moi plus facile, parce que voilà, je pouvais rentrer dans des grandes entreprises et faire carrière, etc. Et pour lui qui n'avait pas connu ça et qui n'avait pas pu faire ça, pour lui, c'était quelque chose qu'il imaginait plus simple. Tu as gradué de l'IX en quelle année? J'ai été diplômé en 83.
En 83, la plupart de tes copains de promo, ils allaient faire plutôt du conseil ou il y avait déjà des entrepreneurs, c'était beaucoup moins la mode? Très peu d'entrepreneurs. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont devenues entrepreneurs après, mais au moment de sortie de l'école, on était extrêmement peu. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui si tu avais le Théo de Polytechnique qui a à peine 20 ans? Tu lui dirais quoi? À l'époque, j'avais un entourage très facile. Je me rendais pas compte de la difficulté de recruter des équipes de qualité. Et pour moi, j'étais entouré que de personnes de très haut niveau et de qualité. Je me disais, c'est facile, tu vois, je lance quelque chose, je m'entourerai comme ça. Et je ne me suis pas rendu compte de la difficulté et de l'intérêt de tout de suite s'entourer de personnes dès le départ avec qui tu peux bâtir. Et donc à quel âge tu crées Reverso? Reverso, la marque Reverso, je la crée il y a 25 ans. Je la crée suite à un moment où j'ai passé l'été dans une formation à Stanford. J'avais une boîte qui existait déjà, mais je faisais un peu trop de choses diverses, toujours dans l'édition de logiciels, multimédia, de machin. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de me dire, je vais faire que ça. Donc à l'époque, le premier focus, c'était de faire les premiers outils de qualité pour la traduction automatique. On a créé les premiers systèmes, donc en 1997, les premiers systèmes de traduction automatique de qualité, c'est-à-dire qui pouvaient tenir compte de structures complexes de phrases, d'expressions idiomatiques, etc. Pour un certain nombre de langues, ça a été les premiers, d'abord sous forme de logiciels, et ensuite en 99, c'était les premiers sur Internet. Déjà à l'époque, on avait fait des systèmes qui permettaient de traduire des documents en gardant la mise en page. Donc c'était vraiment très avant-gardiste. Et ça tournait sur des machines qu'on pouvait acheter dans le commerce. Voilà, c'était vraiment les premiers des premiers. Et tu as fait ça depuis les fins des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Tu fais Reverso, tu suis cette aventure. Voilà. Et donc, je suis cette aventure avec toujours la même idée qui est d'utiliser au mieux les technologies pour aider les personnes à manipuler les langues, que ce soit pour traduire, pour apprendre, pour mieux écrire, pour mieux comprendre. C'est toujours la même chose, simplement, ce que permettent les technologies, c'est complètement différent. Par exemple, aujourd'hui, on peut écrire une phrase très mal écrite, mais vraiment très mal écrite. Simplement, si on arrive à déceler quelle était l'intention de ce que tu voulais dire, on peut te la reformuler. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui le font, mais on a été pionniers aussi là-dessus. On aide aussi, par exemple, les dyslexiques, parce que même quand tu inverses des lettres, quand tu oublies des mots, oublies des lettres dans une phrase, du moment que, en tant qu'humain, tu arrives à déceler ce que tu voulais dire derrière, on va savoir le déceler aussi et t'écrire quelque chose de correct. C'est très, très utile. C'est quoi ta plus grande fierté au sein de ces 25 ans chez Reverso? Une de mes grandes fiertés, c'est ce qu'on a fait avec Reverso Context, de pouvoir créer des dictionnaires d'un nouveau style qui permettent d'avoir beaucoup plus que tout ce qui existait sous forme de dictionnaire, d'être accessible à tous sur pas mal de langues, et donc de permettre à des millions de personnes de chercher comment on dit des mots, des expressions idiomatiques, et de voir toutes les différentes variantes et de voir des exemples d'utilisation. C'est quelque chose qui était vraiment très innovant, qui le reste, hein, puisque aujourd'hui, personne ne fait des choses qui sont aussi complètes que ce qu'on fait là-dessus. Puis progressivement, de transformer ça aussi en un outil pour aider les gens à apprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut utiliser Reverso Context pour lire des documents, trouver des nouveaux mots ou des expressions qu'on ne connaissait pas, et les mettre dans son carnet de vocabulaire et les apprendre. Une question qu'on a dû te poser 1000 fois, à la fois très naïve et je pense centrale à ton activité. Quand Google fait son Google Translate il y a des années, etc., comment toi, le français flamboyant, arrive à rester dans la course finalement? Le plus gros choc à la limite, ça n'a pas été Google Translate parce que ça a mis du temps à prendre et
Encore aujourd'hui, Google, bien sûr, a une très grosse part de marché, mais on n'a jamais baissé de volume depuis que Google existe. On a toujours augmenté de volume, on a toujours baissé de part de marché, parce que Google prend une part extrêmement importante, mais à chaque fois, le marché s'est ouvert. Un de mes plus grands chocs, ça a été, si on parle de business, ça a été que dans le début des années 2000, on avait des deals avec beaucoup de portails Internet qui nous payaient pour faire des services de traduction sur leur portail, dont Orange. Et d'un coup, quand la bulle Internet a explosé, tous ces gens-là nous ont dit finalement, ça ne nous intéresse plus. Alors certains ont dit ça ne nous intéresse plus, d'autres ont dit ça nous intéresse mais on ne veut plus payer. Voilà. Et notamment Orange qui m'a dit en fait, nous, ça ne nous intéresse pas. Si vous voulez rester et offrir le service, il faut que vous payiez. Et heureusement pour nous, pour le coup, tu vois, c'est parfois, il y a un peu de prévoyance que j'avais eue. J'avais l'idée, dès le début, de toujours défendre notre marque. Et dans tout ce que j'ai fait, je me suis attelé à la marque. Donc, et quand Orange nous a dit ça, eh bien, les gens sont venus sur notre portail. Et donc, ça nous a permis à nous de... Parce que la marque était connue. Au début, même avant de commencer cet entretien, tu me disais qu'avec Reverso, finalement, c'était il y a quelque chose autour de la transmission, que ce soit des langues. On peut être en France aujourd'hui, mais on peut apprendre ou comprendre d'autres langues. Ça a toujours été en toi. Tu nous as parlé de ton papa avec le rapport aux langues, Reverso. Est-ce que tu peux me parler un peu de cet aspect transmission, de la mission que tu t'es donnée avec Reverso? L'aspect transmission dans Reverso, c'est vraiment celui de se dire qu'on aide des millions de personnes à mieux comprendre le monde. Moi, je me suis senti peut-être investi d'une mission. D'abord, dans Reverso, c'est vraiment de faire aussi le pont entre beaucoup de disciplines différentes. Il y a la discipline des langues qu'on pense qui est une discipline on va dire, de littéraire, mais moi, je l'aborde comme une discipline scientifique. Et c'est important de ranger les langues. Enfin, aujourd'hui, les mots, c'est des univers. Chaque mot, c'est une représentation spatiale qui est un son ou des sons, une façon de l'écrire, des liens avec d'autres mots. Et donc moi, je vois ça comme des univers et non pas comme quelque chose de purement littéraire. Cette mission que tu t'es donnée, elle est quand même dingue. On parle souvent dans le mythe de la tour de Babel. On voulait monter jusqu'aux cieux et finalement il nous a séparés en nous donnant plein de langues, donc plus personne ne se comprenait, on ne pouvait plus monter au ciel. Comment tu vois le futur de l'apprentissage des langues? Est-ce que dans 10, 100, 500 ans, avec toute l'expérience et les 25 ans d'expérience que tu as tous les jours sur ce sujet, finalement c'est quoi d'après toi la finalité de tout ça? Pour moi, l'apprentissage de langue, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait de pouvoir communiquer avec l'autre, c'est aussi un développement personnel. C'est-à-dire que en pensant dans une langue, on s'approprie un monde, une poésie, on s'approprie, etc. Donc on peut très bien utiliser un outil comme avec Reverso, on peut sur son téléphone parler dans une langue, on va entendre de l'autre côté, et on pourrait se dire ça sert à rien d'apprendre. Mais si, parce que d'apprendre une autre langue permet de mieux comprendre sa première langue, de loin. C'est-à-dire que parfois, il y a des mots ambigus, et on n'arrive pas, quand on est dans sa propre langue, à déterminer cette ambiguïté, et en voyant qu'il peut y avoir des traductions différentes de ce mot dans une autre langue, on peut arriver à comprendre les nuances qu'on ne comprendrait pas en ayant juste une langue. Mais donc du coup, pour revenir à ma question, dans 100, 200, 500 ans, c'est quoi la finalité de tout ça? Vraiment, on parle, voilà, tu as commencé à parler moi, j'espère qu'on aura un vocabulaire qui sera plus riche, qu'on comprendra mieux ce qu'on lit. C'est ça mon objectif, que les gens se comprendront mieux, qu'ils pourront écrire de façon plus précise, parce que c'est toujours agréable de lire des choses bien écrites. On a toujours besoin
de mots pour décrire les choses. Et naturellement, ce qu'on observe, c'est que des communautés se créent des jargons, et qu'après on essaie de casser ces jargons, et puis ça se recrée. On va créer du verlan, on veut se rassembler autour de certaines façons de parler. Et jusque-là, on ne pouvait pas avoir un outil qui permette de comprendre des termes techniques et des termes de la langue courante et des termes poétiques, etc. Et avec les nouveaux outils sur lesquels on travaille, on permettra de faire ça. Aujourd'hui, vraiment, je pense que tu peux faire le sondage, prends un article un peu compliqué, les gens vont te dire pas de problème. Et puis tu dis, mais ça veut dire quoi? Ah ben, je sais pas. Et ça veut dire quoi? Je sais pas. Et donc et parfois même dans sa langue. Parfois dans sa langue, les gens lisent des articles et puis il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, mais ils font comme s'ils les comprenaient ou des expressions qu'on ne comprend pas, d'accord? Une expression comme ça, on comprend chacun des mots. En anglais, on prend fall guy, on peut se dire c'est quelqu'un qui tombe. Mais en fait, non, c'est le bouc émissaire, c'est le type sur lequel on charge la barque. C'est celui qui prend pour tout le monde. Mais on se dit, j'ai compris fall, c'est tomber, j'ai compris guy, c'est un mec. Et en fait... Et on reste avec ça, ouais. Et les gens se créent comme ça des images, et puis finalement utilisent des mots qu'ils ne connaissent pas, et ça ne les gêne pas. Et ce que j'essaie de faire, c'est de leur donner des outils. Pour le contexte, encore une fois, pour tout comprendre. Derrière, est-ce qu'il y a une vision de société que tu veux transmettre à travers tout ça? On s'arrête aux langues ou il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça? Les langues, au commencement était le verbe. Les langues, c'est la vie. La langue, c'est l'humanité. Sans langue, on ne crée pas de civilisation. C'est la perversion des langues qui... et on le voit par exemple avec les nazis qui ont changé le sens de tous les mots. Et c'était pour camoufler les choses. Ils disaient une opération pour dire un massacre. Bon, aujourd'hui même Poutine qui dit qu'il n'appelle pas ça la guerre, il appelle ça une opération spéciale. En politique, on ne fait que utiliser des mots à son propre intérêt. On va appeler libéral, on va appeler de droite ou d'extrême droite qui on a envie. Donc voilà, pour moi, la langue est centrale dans la civilisation, est centrale dans l'éducation. Un des sujets dans la transmission qui me tient à cœur, c'est justement la transmission sur l'histoire de la Shoah, sur laquelle je travaille aussi depuis plus de 25 ans. Là aussi, c'est le même esprit, c'est d'abord éduquer. D'abord montrer à quoi, comment les choses peuvent se succéder et arriver que d'une petite opération, on arrive à des grands malheurs. Et puis aussi montrer que c'est justement la déshumanisation, le fait justement de nommer les gens différemment, de nommer les choses et les gens différemment, qui fait que à un moment donné, si je n'utilise pas le même vocabulaire que toi, ben on peut séparer nos mondes, et puis je peux complètement ne plus avoir cette empathie avec, parce que c'est un autre monde, quoi. Voilà, c'est ce qu'on fait avec au Mémorial de la Shoah, dont je suis secrétaire général. C'est une mission de service public d'enseigner aux jeunes la tolérance, de leur montrer par l'intermédiaire de la Shoah à quoi peut mener l'intolérance, et donc de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire en même temps de leur enseigner l'histoire et en même temps de les faire réfléchir, parce que pour moi c'est très très proche, hein. C'est ma grand-mère qui a été fusillée à côté de Varsovie en janvier 40, et mon grand-père qui est mort à Auschwitz, voilà, donc gazé à Auschwitz en 43. Donc,
Donc c'est direct, c'est pas quelque chose, c'est pas du grand-oncle, etc. quoi. C'est très, très, très proche. Dernière question que j'ai envie de te poser. Pourquoi finalement, dans ce podcast, j'ai invité plusieurs personnes, et notamment 2-3 personnes dont tu fais partie, avec qui on ne se connaissait pas forcément beaucoup, mais je sais que tu suis le projet depuis longtemps, que ce soit dans les moments où on peut se croiser ou par tes enfants que je connais bien. Finalement, pourquoi tu as accepté mon invitation aujourd'hui ? Parce que je trouve que c'est une belle initiative de capter, justement, de prendre un sujet comme ça de la transmission et puis de rassembler des personnes différentes. C'est un beau projet. Bravo. Merci Théo. Merci à toi, Sacha.